Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos journaux du week-end. Nous sommes le vendredi 3 octobre, voici les titres. La communauté politique européenne a tenu un sommet hier au Danemark, un rendez-vous auquel a pris part le prince Albert II pour échanger en grande partie sur des questions de sécurité de l'Europe. Vous l'entendrez dans quelques instants. Les journées européennes du patrimoine s'ouvriront demain en principauté. Depuis 30 ans, c'est le rendez-vous des passionnés et des curieux qui veulent découvrir les secrets du territoire. Françoise Gammerdinger, directeur des affaires culturelles, nous dévoilera les nouveaux lieux au programme. Le peloton motocycliste des Carabiniers est en déplacement à Paris depuis 2 semaines pour un stage sur le protocole escorte qui lui est dispensé par nul autre que la garde républicaine française. Nous l'avons suivi. Et puis nous finirons ce journal en musique. Le New Moods a rouvert ses portes hier pour une nouvelle saison. La première soirée a rendu hommage au Rocketman, Elton John. Prenons d'abord la direction du Danemark, où s'est tenue hier la réunion de la communauté politique européenne. Le prince Albert II a pris part aux échanges qui ont très largement porté sur les questions de sécurité en Europe, à l'heure où les incursions de drones se multiplient dans le ciel de nombreux pays européens et que la flotte fantôme russe est dans leur viseur. Patricia Navarro, vous étiez sur place à Copenhague avec Sylvain Péroumal. Oui, cette grande réunion européenne était particulièrement attendue puisqu'elle portait sur les enjeux qui préoccupent aujourd'hui la zone Europe et qui découlent pour partie de la guerre en Ukraine. Le prince souverain a pris la parole lors d'une table ronde sur la souveraineté européenne et la sécurité économique, soulignant l'environnement instable auquel nous devons faire face. Il a rappelé qu'il était important de nous tourner vers l'innovation et de refuser la tentation de l'isolationnisme. Je crois que c'est éminemment important parce que même si nous ne sommes pas pays membres de l'Union européenne, on fait partie de l'espace géographique européen. Donc toutes les questions qui concernent l'Europe nous concernent aussi. Et bien sûr, il a été beaucoup question à cette édition bien sûr des problèmes géopolitiques internationaux, bien sûr de la guerre en Ukraine et de ce que cela implique comme préoccupation sur la défense de l'Europe en général. Et c'est un moyen aussi de mieux connaître les autres chefs d'État et de gouvernement des pays européens. On a toujours des propositions à faire. Et d'ailleurs, le chancelier allemand tout à l'heure me disait c'est important de vous entendre, c'est important d'écouter les petits États et d'avoir leur perspective, et on peut avoir des idées aussi. Voilà, notre place est aussi ici pour continuer ce dialogue et pour renforcer les liens que nous avons entre tous les pays européens. La voix de Monaco compte, c'est ce que traduit donc cette volonté d'associer la principauté à cet espace de discussion et d'échange informel. 47 États font partie de la communauté politique européenne, c'est-à-dire l'ensemble des membres de l'Union européenne, les États candidats et tous les autres États du continent font partie de cette rencontre. C'est l'essence de cette réunion qui a lieu 2 fois par an, d'avoir des échanges, mais aussi d'avoir des moments beaucoup plus informels qui permettent à des leaders des différents pays européens qui n'ont pas toujours la possibilité de se rencontrer aussi facilement, d'avoir des échanges très directs. Des échanges très directs et informels, mais à la teneur donc très politique et diplomatique. En marge des séances plénières, le prince Albert II a pu échanger avec les plus hautes autorités de Chypre et Andorre lors de rencontres bilatérales. Il a été question de durabilité des océans et notamment des avancées enregistrées lors du BEF qui s'est tenu en juin dernier à Monaco, et plus généralement des sujets d'intérêt commun. Monaco, Andorre, Chypre et 44 autres pays se retrouveront au printemps prochain en Arménie pour la 8e réunion de la communauté politique européenne. Merci Patricia pour ces dernières informations. À Monaco, les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end. La principauté participe à cette manifestation depuis 1996. Aujourd'hui encore, elle est célébrée par plus de 50 pays et attire chaque année près de 30 millions de visiteurs réunis autour de plus de 70 000 événements. Le thème de cette édition à Monaco est le patrimoine architectural. Pour nous parler de ce programme, nous accueillons Françoise Gammerdinger. Bonsoir. Bonsoir. Directeur des affaires culturelles de Monaco, merci d'être avec nous. C'est un riche programme qui nous attend et qui commence dès demain après-midi, mais hors les murs, avec un itinéraire transfrontalier au Cap d'Antibes. Au Cap d'Antibes, nous emmenons notre public visiter la villa Helen Rock
Et donc ce sera à la découverte de cette Villa Belle Époque qui donnera le top départ à la thématique de cette année qui est patrimoine architectural. Dimanche, pas moins d'une trentaine de sites et institutions ouvriront exceptionnellement leurs portes aux visiteurs pour en dévoiler leurs secrets. Quels sont les sites emblématiques que l'on pourra découvrir et surtout, est-ce qu'il y aura des lieux inédits ? Oui, alors nous découvrirons des lieux inédits grâce à des itinéraires qui ont été organisés par la Direction des Affaires culturelles, des visites de chantier également. Alors en visite de chantier, nous tenons à remercier l'entreprise JB Pastor et Fils qui nous ouvriront et nous accompagneront sur les chantiers de la Villa Valentina, de l'immeuble New House et également du chantier du Lido. Donc il faudra s'équiper sportivement et puis casque sur la tête. Nous irons au cœur même de l'architecture et de l'architecture en mouvement, je dirais, puisque nous sommes dans la construction du patrimoine et d'immeubles qui feront partie du paysage dans quelques temps de la principauté. Le thème choisi par le Conseil de l'Europe cette année, c'est l'architecture. Quelles sont les spécificités justement sur lesquelles peut s'appuyer Monaco cette année ? Bien, écoutez, nous avons tout de même un paysage architectural très varié qui nous montre les différentes étapes de notre histoire, tout particulièrement en commençant par le patrimoine Belle Époque. Et puis ensuite, bien évidemment, l'appel à tous les grands architectes qui ont signé des immeubles en principauté et que nous allons découvrir le long de ces itinéraires justement, soit l'itinéraire Belle Époque qui sera donc dirigé et mené par Jean-Philippe Hugron qui est journaliste et spécialiste en architecture, ou même par la Direction des Affaires culturelles, puisque nous avons organisé 2 itinéraires, un sur Monaco-Ville et le deuxième à la découverte des travaux de Jean Gisberg, architecte qui notamment a signé notre auditorium Régnier 3. Cela fait maintenant 30 ans que Monaco participe à ces journées européennes du patrimoine. On sait que la principauté est très attachée à son héritage. Est-ce que c'est un événement qui a du succès d'année en année ? Vous constatez une hausse des visites ? Alors écoutez, pas particulièrement une hausse, mais en tout cas une constante. Et ça, c'est très agréable pour préparer cet événement. C'est un événement qui, à la fois, a trait à l'histoire et les personnes, le public sont très attachés à leur patrimoine, mais également nous avons des visiteurs qui viennent des communes limitrophes et même d'autres de bien plus loin et qui nous donnent rendez-vous chaque année, qui nous écrivent et qui viennent découvrir de nouveaux lieux liés justement à la thématique de l'année. Donc c'est un événement, oui, qui a toujours un grand succès et qui permet de découvrir de génération en génération le patrimoine monégasque. Les Monégasques sont un petit peu plus représentés que les transfrontaliers et les internationaux, ou bien c'est donnant-donnant ? Non, c'est équilibré, il y a toute la population qui participe, mais je dirais que c'est un événement très familial et où les parents aiment bien faire découvrir aux enfants certains aspects, des portes qui s'ouvrent sur des bâtiments qui normalement sont fermés ou sont administrativement, en cours. Donc c'est agréable de pouvoir toujours faire une sorte de transgression mais autorisée et d'aller à la découverte de ce qui est caché. Ça attire toujours beaucoup le public. Et alors s'il fallait encore convaincre certains de se déplacer ce week-end pour vivre ces journées du patrimoine, quel message aimeriez-vous leur adresser ? Eh bien écoutez, on a mis tout notre cœur pour préparer ces 2 journées. Nous vous attendons et puis surtout, prenez du plaisir et partagez en famille le patrimoine monégasque. C'est important. Merci beaucoup Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Ils veillent à la sécurité du prince souverain, de sa famille et sont chargés de leur fournir les services d'honneur. Ce sont les carabiniers du prince qui œuvrent depuis 1817 en principauté. La compagnie s'est agrandie depuis et aujourd'hui, elle se perfectionne. Depuis 2 semaines, 2 groupes de 10 carabiniers du peloton motocycliste sont en région parisienne pour suivre un stage sur le protocole escorte, un stage exceptionnel encadré par la garde républicaine française. Reportage de Justin Hadel, Jérémy Henry et Fabien Bonnier. Comme dans tous les stages, l'intensité monte crescendo avec les plateaux. Le but est ici d'être le plus à l'aise avec sa moto.
Juste reprendre en main la moto et se remettre à l'aise surtout avec tout ce qui est précision de pilotage. Donc le travail du regard, la manipulation de la moto et des commandes en particulier. Le protocole escorte se prépare également et là aussi les gardes montrent l'exemple dans l'exercice. Il y a une partie où on leur présente réellement le cœur de notre métier, donc les escortes. Là ils sont spectateurs, mais ensuite sur tout le travail protocolaire, ils pratiquent comme nous. En fait, l'idée de les emmener sur route, c'est de leur faire prendre conscience aussi, même s'ils le savent déjà, que tout ce qu'on a travaillé sur le plateau sert à n'importe quelle étape du pilotage. Donc c'est vraiment l'idée, et une immersion, oui, puisqu'on les fait participer avec nous à des escortes plus ou moins rapides. Référence dans de nombreux domaines, la garde républicaine est une institution très exigeante et son escadron motocycliste n'échappe pas à la règle. À lui seul, il dispose d'un champ d'action conséquent à un niveau de responsabilité très élevé. La mission prioritaire de l'escadron, c'est l'escorte protocolaire du président de la République. L'escadron a été créé en 1er janvier 1952, donc depuis le général de Gaulle, et même avant encore sous la 4e République, nous avons escorté tous les présidents de la 5e République. Escorte des présidents français, mais aussi des souverains et chefs d'État étrangers en visite en France. Le commandant d'escadron l'assure, les missions sont multiples, mais elles se rapprochent de celles attribuées aux carabiniers en principauté. En tant qu'unité d'élite, ce stage encadré par la garde républicaine est une plus-value pour le peloton motocycliste monégasque. On échange sans filtre, en toute franchise, sur nos méthodes de travail, sur ce qu'on peut leur apporter, et on est content de pouvoir partager notre savoir. Cette amitié entre les deux unités ne date pas d'aujourd'hui. Elles ont travaillé ensemble à différentes reprises. C'est donc un stage amical, bien reçu par les carabiniers, même si les gardes républicains n'ont pas rendu la chose facile à leurs camarades. Nos amis gardes républicains ne nous ont pas laissés dans des zones de confort, c'est-à-dire qu'on a travaillé en milieu urbain dans la capitale et sur le périphérique, mais alors c'est pas des phases qu'on a en principauté, mais comme on dit, entraînement difficile, guerre facile. Et c'est vrai que cette mise en situation dans la circulation parisienne, elle a été très bénéfique au groupe. De quoi permettre aux carabiniers d'approfondir leur protocole escorte, leur expérience afin de devenir irréprochables sur le terrain. C'est une invitation au voyage et à l'évasion que je vous propose maintenant. Jeudi soir, Philippe Koulisseff a présenté au musée océanographique son dernier ouvrage et son film baptisé tout simplement Earth, la Terre, en présence du prince Albert II. Le photographe slovaque qui a déjà exposé ses œuvres en principauté, il dévoile des paysages saisissants de notre planète et invite à la réflexion Émilie Rousseau et Arnaud Imbert. De la couleur, de la profondeur et des images à couper le souffle. Dans Earth, Philippe Koulisseff dévoile la beauté de notre monde, son intensité, mais aussi son immensité. À travers son objectif, le photographe slovaque, plusieurs fois primé pour son travail, met en lumière des paysages fascinants de splendeur. I'm showing just the positive side, so I'm here for inspiration for people. And to think, but also to travel, to find the quiet in your own. And I never showing something which is destroyed. And I'm thinking positive. I hope so. Du désert de Namibie aux plages turquoises de la Polynésie, en passant par les glaciers de l'Antarctique. Auteur de la préface de son livre, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a également prêté sa voix pour l'introduction du film Earth. Ensemble, ils portent le même message. And the message for me is very simple. It's just to show the most beautiful places and to say it's still not still so nice how it is, and we have to present it and to prevent it. And I'm just showing the most beautiful places. And this is my message, to keep it like it is. Earth rappelle notre responsabilité à préserver cette diversité pour continuer de s'émerveiller et que ces images ne deviennent pas que le témoignage d'un monde perdu. Magnifique. Le Monaco Economic Board a organisé cette semaine une conférence au Novotel Monte-Carlo sur une thématique singulière, la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Qu'il s'agisse des blessures en cas d'accident du travail ou encore de harcèlement, tous les sujets importants y sont passés. La conférence était proposée en partenariat avec l'Ordre des experts comptables et animée par l'avocate Erika Bernardi. Je vous propose justement de l'écouter à ce propos au micro de Fabien Bonilla.
Alors le message qui est important à faire passer ce soir, c'est d'être vigilant. C'est vraiment de se tenir informé des évolutions législatives et de mettre en place des politiques et des usages adaptés au sein de sa société pour éviter de se retrouver un jour devant un tribunal correctionnel. Alors rapidement, on va parler de la responsabilité pénale des dirigeants. C'est un sujet qui n'est pas du tout récent, mais qui est très actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des réformes législatives, notamment en droit des sociétés et en matière de la lutte anti-blanchiment, qui créent de nouvelles responsabilités, de nouvelles infractions dirigées contre le dirigeant de société. Et donc, voilà, il faut faire attention, c'est un sujet vaste et un sujet qui peut avoir de lourdes conséquences. Les peines, elles sont variées, hein. En général, c'est l'amende, la prison. Donc ça, c'est que pour le plan vraiment pénal. Il y a aussi des sanctions accessoires qui peuvent être l'interdiction d'exercer une activité commerciale à Monaco. Quentin Vachereau s'est qualifié pour les 16e de finale du Masters 1000 de Shanghai en battant cet après-midi le 17e mondial Alexander Bublik. Une victoire en 3-7, 3-6, 6-3, 6-4 obtenue sur sa 5e balle de match. Une excellente performance et un bel entraînement pour les deux joueurs qui, fruit du hasard, se retrouveront en Coupe Davis au Kazakhstan début février. Avec cette victoire, le joueur de la Fédération monégasque de tennis remonte à la 166e place au classement ATP. Son prochain adversaire sera le Tchèque Thomas Machak, 23e mondial. De la petite balle jaune au ballon ovale, hier l'AS Monaco Rugby organisait sa traditionnelle soirée de lancement de la saison sur la terrasse du centre cardio-thoracique. Joueurs, dirigeants et partenaires étaient bien sûr au rendez-vous pour partager ce moment convivial auquel ont pu assister Frédéric Elion et Arnaud Humbert. Joueurs, staff, bénévoles et partenaires, la grande famille de l'AS Monaco Rugby était réunie jeudi soir à l'occasion de la traditionnelle soirée de lancement de la saison au centre cardio-thoracique. L'équipe senior, qui évolue en Fédéral 2, vise de nouveau cette année l'accession en Fédéral 1 après une élimination en 16e de finale contre Annecy la saison dernière. On n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé début d'année, on n'était pas très loin. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à accéder en Fédéral 1 et on va essayer cette année de retenter d'essayer d'aller plus loin. On a réussi quand même à garder 70% de notre effectif et on a essayé de rajouter quelques joueurs expérimentés qui nous ont amené pour le début de saison un peu plus d'expérience, un peu plus de grinta et que pour l'instant ça marche bien. Le début de saison est juste parfait. 3 matchs, 3 victoires avec le bonus offensif. La mayonnaise prend bien entre les anciens et les nouvelles recrues. Il y a eu quelques recrues qui viennent pour la plupart d'un niveau ou 2 niveaux supérieurs. 4 ou 5 qui viennent de deuxième division française. Donc ça nous apporte un cadre, un peu plus d'exigence aux entraînements, je pense. Un peu plus d'envie aussi. Je pense que voilà, ça nous apporte vraiment un cadre pour se dire maintenant on n'a qu'une envie, tout le club, tous les joueurs, que ce soit une, B, tout le monde veut monter. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire, c'est travailler et voilà. À l'AS Monaco, le rugby se conjugue aussi au féminin avec du 15, mais surtout un projet axé sur le 7. Nous avons un coach qui est un ancien joueur de rugby à 7 international, donc ça nous permet de vraiment travailler vraiment le rugby à 7, donc ça c'est génial. Et ensuite, on a des filles qui vont venir se rajouter parce que cette année, la petite modification et le petit ajout, c'est que le Solea Seven, donc c'est une équipe de rugby à 7 féminin qui est créée depuis 2 ans et c'est moi la présidente, du coup c'est moi qui l'ai créée, vient se mettre en partenariat du coup avec l'équipe féminine de Monaco. Donc ça va apporter du coup vraiment des filles qui savent jouer au rugby à 7 et en même temps on va mélanger les filles de Monaco pour commencer à faire peut-être des tournois, ce qui serait bien. Lors de cette soirée, les joueurs des équipes seniors, espoirs et féminines sont aussi passés devant l'objectif pour les photos officielles de la saison. L'association Summer d'Espoir Monaco s'installe au carrefour de Fontvieille pendant 2 jours pour une collecte de dons. Les bénévoles vont rassembler des denrées qui seront ensuite distribuées aux personnes dans le besoin dans les communes limitrophes. Le stock qui sera composé doit permettre à l'association de fonctionner pendant environ 6 mois. Alban Gingembre et Alexandra Paolini. On a concentré tout ici. Oui, vous avez bien ça, fait. Vous ne cherchez pas, vous prenez tout ce qui est là. Hein et merci beaucoup. En plein milieu du magasin, des sacs pré-remplis d'articles dont l'association a besoin. Les personnes qui souhaitent faire un don peuvent se servir. La totalité des denrées est ensuite distribuée aux plus démunis dans les communes limitrophes. Mais là, on est vraiment dans des personnes qui sont en grande précarité, c'est-à-dire dans la rue.
peu près 800 personnes sur Nice et une cinquantaine sur Menton. Alors dans ces lots, on va trouver en fait un sac de vie où dedans on va trouver du poisson, du chocolat, une poche de compote, une bouteille d'eau, des biscuits. En fait, tout ce qui peut permettre d'être nourri en fait à la demande et surtout des produits non périssables qui peuvent s'ouvrir et se garder facilement dans un sac. Voilà, avec un sac à 5 €, ça nous sert une personne pour une semaine. Avec ces dons, l'association s'approvisionne pour pouvoir fonctionner pendant environ 6 mois. Ça me fait très mal au cœur de voir quelqu'un déjà vivre dans la rue et en plus ne pas manger. Si chacun fait un petit peu, ça va servir à tout le monde, bien sûr. Je trouve que c'est tout à fait normal parce que même moi, j'ai une personne à Nice qui est une dame et ça me fait beaucoup de peine. Et chaque fois que je passe devant elle, je dis « Vous voulez que je vous ramène quelque chose ?» Et elle me dit et je lui ramène. Et dans le quartier, beaucoup font pour elle. À la sortie des caisses, une autre équipe réceptionne les dons. Ici, les produits sont rangés puis rapatriés dans les locaux de l'association pour une prochaine maraude. Sur une année, Semeurs d'Espoir vient en aide à près de 3600 personnes. Et sachez que les bénévoles seront encore là demain si vous souhaitez vous aussi contribuer à la collecte. Le New Moods, saison 2. Après une première année test concluante, la célèbre salle de spectacle a rouvert ses portes hier soir pour une nouvelle série de concerts hommage à des artistes actuels ou disparus. Pour la réouverture, c'est Elton John qui était mis à l'honneur. Reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. Le New Moods, juste derrière le Café de Paris, anciennement le Moods, ce lieu a marqué les esprits fin des années 2000. La SBM a décidé de rouvrir cet établissement aux amateurs de musique et cela dans un cadre cossu. Le New Moods a ouvert ses portes en décembre dernier pendant un peu plus de 3 mois et ce jeudi soir, coup d'envoi de la saison 2 en quelque sorte, avec un tribute à Elton John. On assume le tribute, parce qu'au départ on pouvait imaginer tribute, ce sont des imitateurs de chanteurs, et pas du tout en fait, ce sont des vrais musiciens, des vrais artistes qui sont capables de rendre hommage à un artiste. Et on a basé toute la saison sur des tributes. Donc je dis la SBM avec la direction artistique, on assume le tribute sur le mood, et à 90% on aura des tributes cette année. On va enchaîner avec Toto, on va avoir U2, on va avoir The Doors, donc on va avoir un programme exceptionnel qui arrive avec France Gall, on a du français cette année, on a réussi à trouver des très beaux tributes français, donc on les fait venir, donc le public va pouvoir découvrir toutes les semaines des artistes différents. Des tributes au programme du New Moods. Le prix d'entrée débute à 65 € avec repas et boissons comprises. La carte, dans un esprit finger food, est élaborée par le chef du Café de Paris. C'est donc reparti pour 6 mois d'ouverture pour ce lieu emblématique de la Principauté. Il a une âme, il a une origine, on doit remercier Jean-René Palacio qui avait créé ce lieu dans les années 2008. Et puis on a la chance, moi j'ai l'honneur de le diriger aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un héritage et avec la direction artistique qui fait toute la programmation, avec Alfonso Chula. Donc on essaye de redonner vie à ce lieu et je crois qu'on a réussi sur une belle première saison l'année dernière. Et on réouvre ce soir et vous entendez, la salle est pleine. L'an passé, sur 3 mois d'ouverture, plus de 6000 spectateurs ont assisté aux différents concerts. Désormais, le New Moods est ouvert tous les jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 28 mars. Cette fin de semaine, Elton John est donc à l'honneur. Du 9 au 11 octobre, ce sera un tribute dédié au groupe Toto. Du 16 au 18 octobre, hommage aux Doors. Du 23 au 25 octobre, les Cure. Et enfin, le 29 octobre, une journée et une soirée seront consacrées aux enfants pour Halloween. Dans un tout autre registre, la Principauté a l'honneur de recevoir durant 3 jours les reliques d'un saint qui n'est autre que Thomas d'Aquin. À l'occasion du 8e centenaire de sa naissance, en 1225, elles ont été accueillies hier soir par le diocèse et la communauté des Dominicains en l'église Saint-Charles. Il s'agit du crâne de saint Thomas que vous pouvez apercevoir sur ces images. Des messes spéciales et une conférence se tiendront en son honneur, ainsi que le concert inaugural du Festival international d'orgue demain soir à la cathédrale de Monaco. L'Oktoberfest fait son grand retour en Principauté. La première soirée avait lieu hier soir au marché de la Condamine. Au programme, un voyage en Allemagne avec choucroute, bretzel et des litres de bière bavaroise. Le tout au rythme de l'orchestre Tirolfest. Un nouveau moment de partage entre habitants et visiteurs. Si vous l'avez manqué, pas de panique, l'Oktoberfest revient demain soir. Attention, veillez simplement à bien réserver votre place auprès des commerçants de la halle.
Avant de refermer ce journal, nous avons appris aujourd'hui la disparition d'Antonio Caroli. L'ingénieur et entrepreneur italien s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 77 ans. C'était l'une des figures majeures de l'économie monégasque. Il avait fondé le groupe Caroli, à l'origine de grandes constructions en principauté telles que l'hôtel Fairmont, le lycée technique et hôtelier Régnier III ou encore le nouveau conseil national sur le Rocher. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Alban Gingembre pour vos prévisions météo, mais je vous retrouve juste ensuite pour l'après-JT consacrée ce vendredi à la tournée internationale de l'OPMC. On se quitte avec les plus belles images de l'architecture monégasque qui sera à découvrir lors de la journée du patrimoine de dimanche. Merci d'avoir suivi ce journal et à tout de suite pour l'après-JT. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous. Après une semaine légèrement incertaine, on peut s'attendre à une météo plus clémente ce week-end. Demain à Monaco, le temps sera à moitié nuageux mais lumineux malgré tout. Les températures seront comprises entre 16 et 21 degrés. Le samedi 4 octobre, pensez aux François, c'est leur fête. Et parmi les François que l'on connaît, il y a celui qui a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il s'agit de François Rabelais dans son roman Gargantua. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.